C'était Des racines et des ailes sur France 3 avec Épargne Orange d'ING Direct. Jusque-là, sa vie tenait la route, mais il a fait la bêtise de prendre un passager inconnu. Un homme qui va faire déraper sa vie et semer la terreur. Après la météo et Soir 3. Peugeot 406, conçu pour coller à la route. Vous attendez les amis pour dîner? Vous voulez faire quelque chose de bon, rapidement et facilement? Je vous donne un truc. Boursin cuisine tomates et herbes méditerranéennes. Dedans, il y a de la bonne crème, des tomates, des fines herbes et des épices. Rien besoin de plus. Le spaghetti, dès qu'il reste collé, c'est qu'il est al dente. Tout nouveau boursin cuisine. C'est pas compliqué, vous êtes un chef. J'arrive. Ouvrez le sachet et découvrez les dés de thon. Les dés de thon de Sopiquet, tout prêt, tout carré, pour créer des salades originales et savoureuses. Ouvrez le sachet et dégustez les dés. Les dés de thon de Sopiquet. Quand il s'agit de me faire plaisir, je n'exige rien de moins que la perfection. C'est le privilège de ceux qui connaissent Nespresso. Et puis, lorsqu'on a touché, enfin goûté à cette perfection, on ne peut qu'avoir envie de la faire partager. Même si on peut être tenté de la garder pour soi. Le choix, la simplicité, le plaisir, Nespresso, le système. Observons l'effet déviant sur votre organisme. Waving your banner all over the place. We will rock you. Pour moi, s'il n'y a qu'un seul régime à faire, c'est celui-là. Geller Doser, un programme hyper protéiné, prouvé scientifiquement. Geller Doser, la diététique qui nourrit votre beauté. La laitière, elle fait de chaque glace une émotion. Signé Nestlé. Kicking in your can all over the place. Singing we will rock you. Evian, déclaré source de jeunesse par votre corps. Tiens, bonjour le sucre. Réveille mon goût. Aiguise mon esprit. Libère mon tonus. Donne-moi l'équilibre. La journée commence. Chaque jour, le sucre vous éveille à la vie. Une boisson fraîche, c'est un plaisir qui tourne au cauchemar quand on a les dents sensibles. Avec Sensodine, soyez rassurés. À chaque brossage, Sensodine forme une barrière de protection qui renforce et soulage les dents sensibles. Jour après jour, Sensodine soulage les dents sensibles. Racontez-moi votre rêve. Je tombe. Il y a un chat. Bonjour Martine. Un chat qui parle. Qu'est-ce que c'est? Des potions pour l'infrastructure, pour la réduire, choisir la rouge, et pour la faire grandir, choisir la verte. Intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tous des besoins, vous, c'est l'adaptabilité. Mais et pour le chat? Le chat? Je sais pas. Du 26 mai au 8 juin. Roland Garros, les internationaux de France. À suivre en direct. Sur France 2 et France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage.
Bonsoir, la perturbation qui est passée aujourd'hui sur le nord-ouest va se retrouver demain sur le nord-est. En fait, elle traverse l'ensemble du pays. Elle ne donne pas grand-chose parce que les pressions sont relativement élevées, mais ça donne surtout énormément de grisailles. Alors, ces quelques gouttes, nous les retrouvons sur le nord-est demain. Encore donc tout ce secteur chaud à l'arrière de la perturbation, mais déjà une amélioration par le sud. Donc demain matin, eh bien, la moitié nord sera sous la grisaille avec des pluies sur le nord-est, entre les deux, des nuages et quelques gouttes, et puis à l'arrière, sur le nord-ouest, déjà quelques éclaircies seront de retour avec un petit peu de brouillard. Méfiez-vous quand même. Et puis sur le sud, du beau temps dès le lever du jour avec quelques brouillards aussi sur le sud de l'Aquitaine et puis du vent près de la Méditerranée. Pour l'après-midi, le soleil gagne du terrain très nettement. On retrouvera encore des nuages ici sur les côtes de la Manche et puis jusqu'à l'île de France à peu près. Beaucoup de grisailles, mais sans précipitation cette fois-ci sur le nord-est, du grand soleil partout ailleurs. Les températures demain matin ne changeront pas. Elles seront comprises entre 7 et 14 degrés. En revanche, elles changeront pour l'après-midi. Elles vont monter sur le sud du pays, vraiment de façon très importante, avec des températures qui seront comprises entre 21 et 28 degrés demain après-midi. Ça montera également sur le nord-ouest, mais de façon plus atténuée quand même. On atteindra les 23 degrés dans l'intérieur de la Bretagne. Alors, si vous vous déplacez en Europe demain, eh bien, nous aurons plutôt un temps agréable sur l'ouest de l'Europe, avec simplement des passages nuageux, des pluies sur Berlin et Varsovie, des pluies fortes à Sofia, du soleil à Helsinki avec 14 degrés, et puis nous aurons du soleil en Espagne et à Lisbonne aussi avec 31 degrés. Demain, nous fêterons les Émis. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Vous retrouvez tout de suite Jean-Jacques Perrault pour SOR 3. À demain. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Les opticiens Visual préfèrent vous offrir pour 1 € de plus le traitement anti-UV, anti-éblouissement sur vos verres. Ça aussi, ça fait mal un coup. Et du Synthol, il n'en a pas, le pauvre. Synthol, ça fait du bien là où ça fait mal. Synthol est un médicament pas en dessous de 7 ans. Mon bon Ulysse, une salade à la feta Salakis. Merci Gladys. Non, Pénélope. Oh. Salakis au bon lait de brebis. La Pentecôte, c'est plutôt la saison du veau. Pourquoi TNT est-il un leader mondial du transport express? Avec le service Same Day, votre colis est ramassé et livré le jour même. 24 heures sur 24, TNT, c'est la rapidité TNT. TNT, il fallait l'inventer TNT. Parfois, le beurre peut noircir et l'huile éclabousser. Heureusement, il y a maintenant Plante à fin Culinès, une nouvelle façon de cuisiner, sans noircir ni éclabousser. Plante à fin gratin. Pour plus de bien-être jour après jour, Ricoré contient du café, mais aussi naturellement des fibres, du calcium et du magnésium. Comme vos proches, Ricoré est une force. La sérénité ne se voit pas. Elle se ressent. BMW série 7. Le nouvel art de conduire. Allez, tous en place. France 3 vous donne rendez-vous avec TéléZ. Vois le bon côté des choses. Il n'y a pas de retard sur cette ligne. Accusé injustement du meurtre de 2 agents de la CIA, il a choisi de se soustraire à la loi. Entré dans la légende de Mark Sheridan. On a un fugitif. Ce gars-là, cet homme doit être considéré comme dangereux. Vous vous trompez sur lui. Il n'aurait jamais pu faire les choses dont vous l'accusez. Sam était un de mes amis. Votre ami l'a tué, Aman. Ça ressemble à une légitime défense. Je peux pas être pris.
Visa pour l'innocence, au cœur de l'affrontement Wesley Snipes, Tommy Lee Jones, US Marshall, demain à 20h55 sur France 3. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres que nous développerons dans ce journal: le gouvernement pourrait différer son projet de décentralisation dans l'éducation nationale. Des négociations seront engagées la semaine prochaine. Nouvelle menace terroriste, un message attribué au numéro 2 d'Al-Qaïda annonce des attentats, en particulier aux États-Unis, où le niveau d'alerte a été augmenté. Un document exceptionnel dans ce journal. Il prouve les liens existants entre les assassins présumés de l'ancien Premier ministre serbe et Slobodan Milosevic. À l'éducation nationale, la mobilisation ne faiblit toujours pas contre le projet du gouvernement de décentraliser la gestion de certains personnels administratifs et techniques, d'où la poursuite des grèves, très suivies, en particulier chez les enseignants. Laurence Ragon. Nous vous invitons à participer à cette épreuve exceptionnelle d'endurance contre les projets du gouvernement. Coup d'envoi des 24 heures du Mans de la contestation. Jusqu'à demain, une centaine d'enseignants, de conseillers d'éducation ou d'assistantes sociales vont se relayer et défiler pendant 24 heures dans la cité sartoise. Une épreuve d'endurance contre la réforme des retraites et les projets de décentralisation. Le transfert fait non pas seulement la transfert de gestion matérielle des services, mais c'est aussi le transfert des personnes et de leur mission. Et d'une région à l'autre, les priorités ne seront pas les mêmes. Je ne vois pas comment un État pourrait inciter suffisamment fortement des régions et les obliger à financer des choses pour lesquelles ils ne peuvent pas les financer. Enfin, ça paraît un peu... Alors là-dessus, on n'a aucune garantie. Blocage des ponts vers les îles de Ré et d'Oléron et distribution de tracts. Les enseignants qui ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Rochefort ont cherché à expliquer leur mouvement aux parents et aux élèves. On a besoin d'être entendus, c'est une profession qui donne. Contrairement à ce que croient certains, nous ne sommes pas des nantis, nous sommes des personnes qui travaillons, qui avons une conscience professionnelle et qui sommes responsables. La détermination ne faiblit pas. Les enseignants ont manifesté aujourd'hui au Puy-en-Velay, à Caen, La Baule ou encore à Pau. Demain, les syndicats de l'éducation nationale appellent à une nouvelle journée de mobilisation. Ces grèves ont déjà perturbé le déroulement de certains examens dans les collèges comme dans les lycées et on envisage même déjà, si le mouvement se poursuit, le report de certains d'entre eux. François Guillaume. Au lycée Louis Pasteur de Besançon, les enseignants sont grévistes à tour de rôle. Aujourd'hui, il manquait 4 profs sur 10. Une situation pénalisante pour les élèves en pleine préparation d'examen. Une partie des lycéens a lancé une pétition pour faire reporter le bac. Soit qu'on recule le bac, ou soit en tout cas, par exemple, un contrôle continu qui permettrait d'évaluer les élèves sur toute l'année et qui ne nous sélectionnerait pas, enfin qui nous sanctionnerait pas un jour précis et au moins tout notre programme serait le même. Enfin, je veux dire, on serait tous évalués de la même façon. Situation également chaotique dans ce lycée technique. Des grèves tournantes, des emplois du temps à géométrie variable. Dans certaines sections, le mouvement social se fait lourdement sentir. On n'a quasiment jamais de cours, donc par exemple demain on n'a que 2 heures de cours sur normalement 9 heures, donc voilà quoi, ça peut redurber quand même quoi. Plus au sud, l'université Paul Sabatier est en pleine effervescence. Les examens ont été reportés d'1 semaine. Les enseignants protestent contre le projet de loi sur l'autonomie des universités. Ce report pose quelques problèmes. Ceux qui viennent des dom-toms ou ceux qui travaillent ne sont pas tout à fait d'accord. Nous, on a trouvé des petits boulots pour s'aider pour payer nos études. Ils commencent à partir du 13 juillet alors qu'on finit les examens le 12. Si les examens sont décalés, comment fait-on pour payer nos études? Ces opérations de boycottage des examens ont été qualifiées d'illégales par le gouvernement, qui joue la carte de la fermeté. Si le mouvement persiste, les enseignants récalcitrants pourraient être réquisitionnés, voire même sanctionnés. Cela dit, de nombreuses voix dans la majorité conseillent au gouvernement de lâcher du lest, comme l'a dit aujourd'hui Alain Juppé, pour sortir du conflit. Autrement dit, le projet pourrait être reporté, de même que la réforme sur l'autonomie des universités. Charles Sanviti. On le connaissait, fringant ministre. On le retrouve incompris. Un brin taciturne ce matin à la sortie du Conseil des ministres et pour cause. Les négociations avec les syndicats se poursuivaient aujourd'hui.
difficilement, et du malentendu au divorce, il n'y a qu'un pas. Bon, c'est certain que la crédibilité, la confiance, on va dire, est quelque peu atténuée quand même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et voilà Luc Ferry démonétisé pour les syndicats. D'ailleurs, le ministre l'admet sur le dossier. Le pouvoir du dernier mot appartient au Premier ministre et à lui seul. Les consultations se déroulent aujourd'hui dans une atmosphère que je qualifierais de constructive. Nous présenterons au Premier ministre les résultats de ces consultations et il arrêtera lui-même les décisions. Et plus encore, aujourd'hui, Alain Juppé, le patron de l'UMP, semble demander que le transfert de 100 000 agents non enseignants aux collectivités locales soit reporté. Bref, assouplir, différer, certains au gouvernement y sont quasiment prêts. Écoutez, le calendrier, il est ce qu'il est, mais si nos adversaires ont des arguments sérieux, convaincants, comment voulez-vous qu'on n'en tienne pas compte ? Bref, lâcher du lest et surtout réformer sans déplaire. Voilà aujourd'hui la priorité. Je pense qu'il vaut mieux étaler le calendrier, étaler les réformes, plutôt qu'étaler le gouvernement et étaler les retraites. Et il serait donc sage de le faire et d'entendre la rue. Certes, c'est pas la rue qui gouverne, mais voilà, ça ne sert à rien, comme dit mon ami Santini, d'aller droit dans le mur et en plus de klaxonner. En somme, quand le mois de mai se réchauffe, il est urgent d'attendre le temps d'atterrir dans l'espoir de reprendre la main. En revanche, pas question pour le gouvernement de lâcher du lest sur la réforme des retraites. François Fillon, le ministre des Affaires sociales, a redit tout à l'heure que le calendrier prévu serait tenu. Mais du côté des syndicats, le front se renforce. Après la journée d'action de dimanche prochain, toute une série de mouvements de grève sont à prévoir. Anne-Charline Lombard. Dès demain, la mobilisation continue avec une journée d'action nationale des enseignants au programme manifestation et suite des grèves. Dimanche, le 25, manifestation nationale. Plus de 60 000 provinciaux auraient déjà prévu de faire le voyage. Ils répondent à l'appel de la CGT, FO, la FSU, l'UNSA, le G10 et certaines sections CFDT. Pendant ce temps-là, dans le ciel, 9 syndicats Air France appellent un arrêt de travail de 24 heures. Le 26, lundi prochain, des perturbations sont à prévoir dans les finances et les hôpitaux à l'appel de FO. Le personnel hospitalier entre en grève jusqu'au 1er juin. Pour Marc Blondel, il ne faut pas se contenter d'actions ponctuelles. Je suis pour que le mouvement s'amplifie, se coordonne et que, au besoin, oui, nous ayons une partie de bras de fer sérieuse. Je ne veux pas et je n'accepte pas, au nom de l'organisation Force ouvrière, qu'on enterre le dossier. Le mardi 27, son syndicat appelle à la grève, entre autres à La Poste et à France Télécom, alors qu'un comité interministériel sur l'éducation se réunit. Les transports promettent eux aussi de mettre la pression, mais après la présentation de la réforme des retraites en Conseil des ministres le 28 mai. Il y a une tentative de vouloir isoler les cheminots pour les fragiliser et examiner l'avenir de leur régime spécial dans une situation encore plus dégradée. Au cas où le gouvernement ne bougerait pas, les transports annoncent déjà une grève reconductible. Elle commencerait le 2 juin au soir à la SNCF, suivront la RATP et les autres transports urbains le 3 juin. On vient de l'apprendre à Alger, un séisme important d'intensité 6,7 sur l'échelle de Richter a été ressenti en début de soirée. Un premier bilan qui vient d'être donné par la télévision algérienne fait état d'au moins 40 morts et 300 blessés. L'épicentre du séisme est situé, semble-t-il, à 70 km à l'est d'Alger. Les témoins sur place relatent des scènes de panique et beaucoup d'habitants d'Alger sont descendus dans les rues. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus de détails et nous y reviendrons certainement si nous en savons davantage d'ici la fin de ce journal. La France, l'Allemagne et la Russie vont finalement voter à l'ONU le projet de résolution américain sur la reconstruction de l'Irak. C'est ce que vient d'indiquer ce soir le ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, à l'issue d'un dîner à Paris avec ses homologues russes et allemands. Le vote aura lieu demain au Conseil de sécurité à New York. Dans le même temps, les États-Unis ont augmenté d'1 degré aujourd'hui leur niveau d'alerte. Les services secrets redoutent une nouvelle vague d'attentats, annoncée du reste par un nouveau message attribué au numéro 2 d'Al-Qaïda, Magali Saleh.
Les Américains y sont désormais habitués. L'alerte orange est de nouveau de rigueur partout dans le pays depuis 48 heures. Le FBI a mis en garde la population contre une possible attaque terroriste. Sur la base d'écoutes téléphoniques, les services secrets américains pensent qu'une action majeure serait en préparation après les récents attentats de Casablanca et de Riyad. Sans entrer dans les détails, je peux vous dire que nos rapports indiquent que ces deux attentats pourraient être le prélude d'une attaque aux États-Unis. Mais nous n'avons pas de détails précis sur les cibles. Et une fois de plus, l'ombre d'Al-Qaïda réapparaît. Donné pour mort à plusieurs reprises, Ayman al-Zawahiri, le numéro 2 d'Oussama Ben Laden, ici à sa droite, a de nouveau fait parler de lui aujourd'hui. Dans un document sonore, non daté et attribué à al-Zawahiri selon Al Jazeera, l'Égyptien semble menacer les pays qui ont participé à la guerre contre l'Irak. Attaquer les missions diplomatiques et les entreprises des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Australie et de la Norvège. Chassez-les de vos pays. La Norvège s'est déclarée plutôt surprise de ces menaces puisqu'elle n'a pas fait partie de la coalition contre l'Irak. Il est possible qu'Al-Qaïda nous ait confondus avec le Danemark qui, lui, a bien soutenu l'intervention américaine, a-t-on déclaré à Oslo. Le Premier ministre a néanmoins pris ces menaces très au sérieux et comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, la Norvège a aussi décidé de renforcer la sécurité de ses ressortissants. Au Maroc, l'enquête se poursuit sur la série d'attentats de Casablanca vendredi dernier. Les 14 kamikazes venaient tous du même quartier de la ville, Sidi Moumen. Certains étaient étudiants, l'un d'entre eux était instituteur. Nos envoyés spéciaux, Jean-Marc Pitt et Jean-Michel Mière, ont pu retracer son parcours. Mohamed Assouna avait fêté son 22e anniversaire le 31 mars dernier. Il vivait ici, à Sidi Moumen, dans la banlieue de Casablanca. C'était le deuxième enfant d'une famille de 7. Ses frères et sœurs sont tous enseignants comme lui ou lycéens pour les plus jeunes. Son père est soldat dans l'armée marocaine. Depuis qu'ils savent qu'il faisait partie des kamikazes de vendredi dernier, ses proches se murent dans le silence. Bonjour, je suis journaliste à France 3, c'est bien là qu'habitez. Attendez. Les membres de sa famille sont des gens très respectables et très respectés dans le quartier. Nous n'avons jamais eu aucun problème avec eux. Et vraiment, je ne comprends pas comment il est tombé dans ce piège. Le vendredi, Mohamed Assouna se rendait à la mosquée An-Nour de Casablanca, le fief des intégristes marocains. Le reste de la semaine, il fréquentait la mosquée de son quartier. L'imam nie pourtant le connaître personnellement et se défend par avance de tout soupçon d'intégrisme. Les autorités connaissent le contenu de mes prêches. Chaque vendredi, j'en remets une copie au commissaire et au préfet pour qu'ils la contrôlent. Depuis septembre dernier, Mohamed Assouna travaillait en tant qu'instituteur stagiaire dans cette école des environs de Casablanca. Son dossier scolaire est un parcours sans faute. Un bac scientifique décroché avec mention bien, puis une formation au métier d'enseignant. Seule son extrême discrétion a toujours étonné ses collègues. Il est timide. Il est enfermé, il vient à l'école, il pose sa motocyclette, elle va à sa classe, il entre, il dit bonjour, et sort, c'est tout. Il n'a jamais communiqué avec nous, il n'a jamais fait des réunions, même dans la récréation, c'est tout. Il est enfermé sur soi-même. Ironie du sort, le premier poste auquel Mohamed Assouna a été affecté se trouvait juste en face d'une usine d'explosifs. On peut craindre au Maroc que la lutte contre le terrorisme n'entraîne une régression des libertés publiques et de celles de la presse en particulier. À Rabat, un journaliste a été condamné aujourd'hui à 4 ans de prison ferme pour des dessins de presse jugés outrageants pour le roi. Joseph Tual et Romuald Dra. Ce sont les dernières images d'Ali Amrabet libre. Il a été arrêté ce matin en plein tribunal pour crime de lèse-majesté. Condamné à 4 ans de détention, il est incarcéré à la prison de Salé. Directeur du journal Demain, il avait publié ses dessins. Choqués par une telle répression, plusieurs associations marocaines se sont réunies ce soir à Paris. Elles réclament la liberté pour le journaliste. C'est le seul journaliste qui ose aller en avant. Et là, on veut dire à tout le monde par sa condamnation,
à toute la société civile, à tous les journalistes, que basta, c'est fini, on tourne la page et on revient aux années antérieures. C'est ça ce qui est grave et pour nous, ça ne risque que de s'empirer suite aux derniers événements qui ont eu lieu à Casablanca. Qui dérange-t-il? Il dérange le régime tout simplement. Donc le roi? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas le roi ne s'est jamais manifesté ni contre ni pour le Mrabet. Actuellement, c'est l'appareil sécuritaire qui a voulu que le Mrabet soit en prison parce qu'il dérange. Parce qu'il portait atteinte aux valeurs sacrées du royaume et notamment à la personne du roi par ses dessins, la justice marocaine est passée. En grève de la faim depuis 2 semaines, le journaliste la poursuivra en prison. Le document que nous allons voir maintenant est exceptionnel. Il concerne la Serbie et montre la place qui tiennent encore aujourd'hui les anciens compagnons de Slobodan Milošević. Au cours du procès de ce dernier, qui continue de se tenir devant le tribunal pénal international de La Haye, on a montré récemment une vidéo de l'ancien dictateur passant ses troupes en revue. Et parmi ces hommes figurent des meurtriers présumés de Zoran Djindjic, le Premier ministre serbe assassiné il y a 2 mois. Un document exclusif commenté par Marie-Claude Vogric. Les images sont de mauvaise qualité. Le document, lui, est exceptionnel. Ils sont tous là. Chiens de guerre, agents des services secrets, hommes de l'ombre de Slobodan Milošević. En personne, le président de la Serbie est venu dans ce camp d'entraînement, établi loin des regards, passer en revue l'élite des paramilitaires, les bérets rouges. Membres des unités pour les opérations spéciales, je vous salue. Pendant la guerre, en Croatie, en Bosnie, ces unités furent placées sous l'autorité des services secrets de Serbie. Leur spécialité, le nettoyage ethnique. Milošević tient à saluer l'un après l'autre ceux qui constituent le fer de lance de son système. Ici sont sélectionnés puis entraînés des volontaires, des anciens policiers, mais aussi des repris de justice. Tribunal pénal international. Audience du 19 février 2003. Cette vidéo est projetée au procès de Milošević. Une pièce maîtresse pour l'accusation qui cherche les liens directs entre les actions des paramilitaires, soupçonnés des plus grands crimes, et Milošević. Implacable, les images de la connexion défilent. Les patrons des bérets rouges. Stanisic, chef des services secrets, et le plus proche collaborateur de Milošević. Son bras droit, Franko Simatović, dit Franki, un Croate, chef de toutes les unités des forces spéciales. Legia, ancien légionnaire, ancien videur de discothèque à Paris. Le commandant des bérets rouges en Bosnie. 3 semaines plus tard, le 13 mars 2003, en plein centre de Belgrade, le Premier ministre Zoran Djindjic tombe sous les balles d'un sniper. Ses gardes du corps chargent le blessé dans la voiture, se dirigent vers l'hôpital. Il décédera quelques heures plus tard. L'émotion est immense. Pourquoi cet assassinat? Le nouveau gouvernement décide d'affronter le crime organisé. 10 000 personnes sont interpellées. L'enquête révèle un clan mafieux, le clan de Zemun, a organisé l'assassinat du Premier ministre. Leurs membres, les hommes de la vidéo. Legia, le légionnaire, cerveau de l'attentat, actuellement en fuite. 18 bérets rouges impliqués dans l'organisation de l'attentat sont arrêtés. Parmi eux, Zvezdan Jovanović. Il aurait avoué avoir abattu le Premier ministre. Sur ces images, c'est lui que Milošević salue. L'ex-chef de la sécurité d'État, Stanisic, son bras droit, Franki, sont eux aussi placés en garde à vue. Mais chacun s'interroge sur les raisons qui ont poussé les bérets rouges à assassiner Zoran Djindjic. Premier motif évoqué. Ces derniers mois, le Premier ministre affichait sa collaboration avec le tribunal international de La Haye et son procureur Carla Del Ponte. Nous nous sommes mis d'accord pour que notre collaboration avec le tribunal de La Haye prenne son rythme, sans aucun risque. Une collaboration suffisante pour commanditer aux bérets rouges qui craignent d'être livrés à La Haye l'assassinat d'un Premier ministre. Cependant, des zones d'ombre, des questions restent en suspens. L'assassinat est-il un acte criminel? Une tentative de coup d'État, militaire, paramilitaire? Qui est au-dessus de la pyramide du crime?
Jovica Stanisic, l'ex-chef des services secrets, le fidèle Franki Simatovic, viennent d'être inculpés pour crimes contre l'humanité. Livrés au tribunal de La Haye, leur témoignage permettrait peut-être de comprendre les crimes passés et récents du système Milosevic. En Normandie, les habitants de la région de Fécamp, qui s'étaient mobilisés ces dernières semaines pour permettre à une petite fille de 6 ans d'être opérée aux États-Unis, ont eu la joie aujourd'hui de la voir revenir. Elle va beaucoup mieux. L'opération, qui a coûté 170 000 €, a réussi au-delà même des espérances des médecins. Reportage de Perrine Dutreil et Stéphanie Clark. Ses parents parlent d'une renaissance. La petite Manon est rentrée ce matin de New York, 3 semaines après y avoir subi une lourde opération sur une tumeur au tronc cérébral. Alors que les pronostics étaient des plus pessimistes, cette opération extrêmement délicate et risquée est finalement une réussite. Pour nous, c'est un très très grand moment d'émotion. Je la revois souriante, je l'avais quittée, elle était encore toute faible. À quelques jours de son opération, là je la vois souriante et ne me paraît pas trop fatiguée par le voyage. Non, ça me fait un plaisir immense, immense, immense. Le chirurgien américain qui a opéré Manon pendant près de 6 heures a réduit la tumeur de 80%. L'évolution des 20% restants va être très surveillée, mais Manon devrait retrouver à terme une enfance normale. Elle va passer des IRM pour voir si la tumeur réévolue à nouveau. Et si ça réévolue, elle aura peut-être un traitement de chimio qui sera établi par les États-Unis. Par contre, ils ont bon espoir pour que la tumeur ne récidive pas du tout. Donc bon, on n'a plus qu'à prier Seigneur maintenant, mais on y croit de toute façon. L'opération de Manon a pu être financée grâce aux dons récoltés par l'association Manon Demain. Le coût de l'opération à New York s'élevait à 170 000 €. C'est le double de ce montant qui a été recueilli grâce à un élan de solidarité inattendu. Ces fonds pourraient servir par la suite à aider d'autres enfants malades. Paris, candidate à l'organisation des Jeux Olympiques de 2012. Le maire Bertrand Delanoë a présenté le projet ce matin aux côtés du ministre des Sports et de nombreux champions. La ville choisie sera annoncée par le comité olympique en 2005. Et parmi les concurrents les plus sérieux de la capitale française figure New York. Voilà, avant de nous quitter, je vous rappelle l'information importante que nous avons apprise dans le courant de ce journal, le premier bilan d'un séisme à Alger qui s'est produit en début de soirée. Il y aurait au moins 40 morts et 300 blessés, selon la télévision et la radio algérienne. Le séisme d'intensité 6,7 sur l'échelle de Richter aurait trouvé son épicentre près de la ville de Ténia, à l'est d'Alger, et la ville industrielle de Rouiba est également touché. On a appris aussi que le président Bouteflika venait de convoquer une réunion de crise. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info le 12-14 avec Catherine Matoche. Pour le soir 3, vous retrouverez Laurence Mobillet vers 23h05. Très bonne fin de soirée. Un dérapage incontrôlé, une vie qui bascule dans l'horreur, le passager. Il vous laisse la place du mort tout de suite sur France 3. La sérénité ne se voit pas. Elle se ressent. BMW série 7. Le nouvel art de conduire. Observons l'effet déviant sur votre organisme. Buddy, you're a boy, make big noise playing in the street. Big mess, you got mud on your face. Big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Evian, déclaré source de jeunesse par votre corps. Comment la photographier? Dans une voiture? Non. Oublions la voiture. Juste une ombre. Et la pluie, froide, sur une vitre.
et le rouge intense de ses lèvres. Oui, bien sûr. Réduisez la distance entre votre imagination et l'image. Grâce à l'impression directe Canon, you can. Tant que ça ne se passera pas comme ça, on aura besoin des services de l'autoroute. Les sociétés d'autoroute, on n'a jamais fini de vous rendre service. Claire est autiste. Ce trouble envahissant du développement limite la communication et la relation aux autres. Claire bénéficie d'un encadrement adapté qui l'aide à développer son autonomie et à s'intégrer dans la société. Toutes les personnes autistes, enfants ou adultes, devraient avoir ce droit. Malheureusement, beaucoup de familles se retrouvent encore seules avec leur désarroi. Lors des journées de l'autisme, des 24 et 25 mai, soutenons les associations, faisons bouger les choses. France 3 vous donne rendez-vous avec les centres Leclerc. C'est un pays où se confondent la terre, la mer et la lumière. Un pays où les bateaux naviguent entre les cabanes surgies de l'eau et les villas séculaires. Les gens d'ici l'appellent tout simplement le bassin. Un bassin où se côtoient jardiniers de la mer et résidences secondaires. Un bassin où les petites maisons de pêcheurs sont devenues des îlots de bonheur. Escale dans le bassin d'Arcachon, c'est vendredi à 20h50 dans Thalassa sur France 3.